Nous attendons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci d'avance. السلام عليكم. Wa alaykoum salam. Nous attendons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Pardon? Nous attendrons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants. D'accord, ok. Donc, nous attendrons quelques minutes jusqu'à l'arrivée du reste des participants. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci d'avance. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Finances durables et vertes. Pardon. Ce séminaire se tournera autour du contexte de la finance durable et la finance verte, des investissements durables et les critères ESG,
Les dynamiques économiques, institutionnelles et réglementaires autour de la finance verte avec Dr Asma Garja, membre du corps professoral de l'université. Accordons maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Alors, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je vous remercie, Madame Malek, pour cette invitation, pour cette belle occasion, donc pour la présentation de cette thématique aujourd'hui, euh, que ce soit pour nos étudiants ou bien pour les invités et tous ceux qui vont être présents aujourd'hui avec nous. Je remercie également tous les participants, tous les membres qui ont assisté à ce webinaire aujourd'hui. J'espère que mes propos aujourd'hui vous seront utiles et intéressants. Alors, je vais partager mon écran. Alors, c'est bon? Oui, tout est clair, vous pouvez commencer. D'accord. Donc, comme vous le connaissez tous, aujourd'hui, nous assistons à une problématique très importante, que ce soit au niveau environnemental, au niveau climatique, au niveau économique et financier, et même au niveau même des politiques des différents pays. Donc, le changement climatique est un sujet de préoccupation majeure pour tous les habitants de notre planète Terre. Les changements qui affectent le climat de notre planète sont en train de redessiner le monde et d'accroître les risques d'instabilité sous toutes ses formes. Déjà, c'est un vécu, on le voit aujourd'hui, on vit aujourd'hui toutes les conséquences qui découlent de ce changement climatique. 18 des années les plus chaudes jamais enregistrées l'ont été au cours des 2 dernières décennies. La tendance est claire. Donc, une action pour le climat immédiate et décisive est essentielle. Donc, nous devons tous, chacun de nous, particuliers, sociétés, entreprises, organisations non gouvernementales, organisations à but lucratif, États, tout le monde doit interagir afin de réduire ces risques et afin de trouver une solution pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'autant plus, la pandémie du Covid-19 que nous avons vécue il y a 3 années, ou 3 ou 4 années, a mis à rude épreuve nos sociétés. Donc, après la crise, la pandémie du Covid-19, plusieurs choses ont changé, plusieurs convictions même ont changé. Désormais, plongée dans une crise sans précédent, donc cette crise-là vient confirmer une prise de conscience généralisée autour des enjeux de développement durable, allant de la société civile jusqu'aux politiques, en passant par les collectifs. Donc, faire face à des défis environnementaux et sociaux considérables, le monde entier se trouve à un moment crucial. Donc, à ces propos, la finance verte apporte toute une palette de solutions pour favoriser le développement durable. Donc, ici, je suis en train de parler de propos tels que la finance verte, le développement durable. Je vais par la suite expliquer ces concepts-là. Donc, protéger les écosystèmes et s'adapter au changement climatique. Le secteur financier, donc, comme je l'ai dit, il a un rôle clé qu'il peut jouer pour déployer des solutions pour les risques que nous sommes en train de vivre, créant ainsi les conditions propices à une croissance économique durable et résiliente, d'économistes, les organisations non gouvernementales, les investisseurs. Donc, comme je l'ai dit, donc, tous ces membres-là euh, peuvent apporter des solutions et peuvent être des agents actifs au niveau de ce problème-là. Donc,
vu toutes ces problématiques-là, j'ai donc choisi ou bien j'ai décidé de choisir cette thématique-là pour notre séminaire Finance verte, Finance durable. Donc ici, c'est le contexte de la finance. On va essayer de voir, de comprendre avant tout qu'est-ce que c'est tout ce qui est vert, tout ce qui est durable, qu'est-ce qui est socialement responsable, des thématiques qui sont en train très présente au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des politiques même des États et des entreprises. Et puisque la finance peut jouer un rôle crucial, peut apporter beaucoup de solutions pour cette problématique humaine, donc je vais vous informer, je vais essayer donc de vous parler de ce que l'axe de la finance peut apporter comme solution. Voilà donc les raisons du choix de ces thématiques. Il s'agit d'un sujet d'actualité, il s'agit d'un sujet très important, même l'envergure elle est très large. Et les obligations, donc on doit prendre des mesures nécessaires. Tout le monde, à l'échelle internationale, on doit prendre des actions solidaires pour surpasser ces problématiques-là. Donc, les thématiques du séminaire, donc j'ai essayé de me concentrer. Alors, je vais essayer de survoler les principaux thèmes, les principaux axes de ces thématiques-là. Il s'agit d'une thématique très large. Vraiment, il y a pas mal de choses à dire pour tout ce qui est développement durable, tout ce qui est finance durable ou bien finance verte. Mais je vais essayer de faire un survol sur les principaux thèmes afin que un étudiant ou bien une autre fois, lorsque vous rencontrez des thématiques comme ESG, comme ISR, comme DD, développement durable, vous connaissez de quoi il s'agit. Je vais commencer, comme j'ai déjà dit, par expliquer certaines terminologies très importantes, à savoir le concept du développement durable, le concept de la finance durable, de la finance verte, de l'investissement socialement responsable. Je vais expliquer qu'est-ce qu'il veut dire les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je vais expliquer aussi le concept de taxonomie et qu'est-ce qu'on veut dire par le mot taxonomie. Alors, le sujet de finance durable et de finance verte, c'est un sujet très important aujourd'hui. Le changement climatique et les adaptations qu'il implique représentent un défi majeur pour l'économie nationale, toute économie nationale et l'économie mondiale et internationale. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est une affaire de chacun, et je dis bien qu'il s'agit d'une affaire de chacun. Les particuliers, les entreprises, les organisations, les sociétés, les États, les organismes internationaux, mais aussi de politiques publiques appropriées en matière de transport, en matière de logement, en matière de fiscalité, en matière d'énergie, etc., etc. Donc, à ces propos, le secteur financier, il a un rôle déterminant à jouer pour relever ce défi. Donc, la question qui se pose, pourquoi et comment? En premier lieu, les établissements financiers, en raison du montant important des ressources financières qu'ils gèrent, peuvent participer activement à l'orientation des investissements vers des projets favorisant la transition énergétique. Comme vous le connaissez, donc, le secteur financier est un accumulateur de capitaux. Et par la suite, un réseau ou bien un canal d'investissement. Donc, à travers les différentes institutions financières. Et je vais essayer maintenant de spécifier un peu qu'est-ce qu'on entend dire par les institutions financières, à savoir les banques.
à savoir les marchés financiers, voire même un acteur très important qui a un rôle très important à jouer au niveau de la canalisation des capitaux, des capitaux de l'argent, de la monnaie. Ce sont les gestionnaires d'actifs ou bien les fonds de gestion d'actifs. D'accord? Donc, des milliards de dollars, des milliers de dollars qui sont entre les mains de ces gestionnaires de fonds. Et si ces gestionnaires de fonds sont conscients et sont bien convaincus de l'importance de réaliser des investissements socialement responsables ou bien de réaliser des investissements pour favoriser ce qu'on entend dire par développement durable, on peut avancer dans l'axe de favorisation, de faveur pour les investissements socialement responsables ou bien pour les investissements à caractère durable. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on dit que le secteur financier, il a un grand défi à relever concernant la canalisation des capitaux importants de fonds pour les investissements ayant pour vocation, ayant pour objectif de conservation de la nature, de conservation de l'environnement, de conservation des objectifs sociaux et gouvernementaux. Par ailleurs, le changement climatique expose les acteurs financiers à des risques dont ils doivent se prémunir. Ici, donc, l'autre facette de cet investissement-là, c'est le risque. Les gestionnaires de fonds ou bien les investisseurs se trouvent face à un risque majeur, face à un risque important suite à cette décision-là. Il y a d'abord les risques physiques induits par la multiplication d'événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les ouragans, la sécheresse, la canicule, etc. Et vous pouvez imaginer quelqu'un qui réalise un investissement avec un fonds très important, mais qui court un risque très important aussi, un risque d'inondation, un risque de sécheresse, surtout les investissements au niveau, par exemple, du secteur agricole. Ou bien les investissements touristiques. Et vous pouvez vous rappeler des accidents, des ouragans, des orages qui ont, vraiment touché les côtes de l'Amérique, donc les hôtels, les résidences touristiques, comment ils ont été vraiment ravagés. Et vous pouvez imaginer, suite à ces accidents-là, suite à ces risques-là, les montants qui vont être demandés pour les assurances et pour les assureurs. Donc, vous voyez donc ici, je suis en train d'expliquer la relation entre le sujet de réchauffement climatique et les risques qu'il induit avec tout ce qui est domaine de la finance. Encore, les dommages qui découlent et que la société d'assurance, voilà, et les sociétés d'assurance doivent indemniser. Ensuite, il y a les risques de transition, parce que si on réalise un investissement dans un secteur bien déterminé, d'accord? Par exemple, un secteur donc au niveau de extraction du pétrole, par exemple. Je prends un exemple. Donc, mais par la suite, après des années, donc, on se rend compte que ce projet-là, ou bien cet investissement-là, il n'est pas il n'est pas bien accueilli au niveau de ce pays-là parce que suite à cette extraction, nous sommes en train de faire des risques et d'être nocifs à la nature. Donc aussi, cette décision-là ou bien cet investissement-là risque d'avoir des retombées négatives même sur sa rentabilité. D'accord? Donc, les risques de transition, tels que les mesures prises par les pouvoirs publics ou bien les acteurs privés pour assurer la transition vers une économie à faible émission de carbone, pourraient en effet pénaliser certains secteurs économiques
Par exemple, je cite ici l'exemple de l'industrie automobile. Donc aujourd'hui, on parle des autos qui circulent avec l'énergie électrique. D'accord? Donc, ces technologies, ces nouvelles technologies ont bien pénalisé d'autres secteurs. D'accord? D'ici, on peut imaginer pas mal d'exemples au niveau de ces transitions-là et ces changements-là au niveau des investissements. Donc, par la pénalisation de ces secteurs-là, bien sûr, des acteurs comme les banques ou bien les marchés financiers peuvent aussi être pénalisés parce que ces acteurs-là financent ces secteurs. Si ces secteurs sont pénalisés, donc aussi les acteurs qui financent ces secteurs vont être pénalisés. Donc, ces investisseurs financiers, ces acteurs financiers sont en train de réfléchir à tous ces problèmes-là et sont en train de penser à trouver de nouveaux modèles financiers, de nouveaux secteurs qui sont à la fois, donc, qui prennent en considération à la fois le risque du changement climatique et des transitions climatiques et qui sont en plus des secteurs qui sont rentables, d'accord? Parce que à la fin, donc, les acteurs financiers cherchent la rentabilisation de leur investissement. Donc, je vais essayer de expliquer certains concepts. Le concept de base, c'est le développement durable. Vous pouvez trouver cette terminologie-là, DD, qui se trouve là où vous allez maintenant, d'accord? Donc, l'expression Sustainable Development, il s'agit d'un concept anglais qu'on a traduit par la suite par le concept de développement durable. Ce concept apparaît pour la première fois en 1980 dans la stratégie mondiale de la conservation, qui constitue une publication de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Quelques années plus tard, elle se répandra dans la foulée de la publication, en 1987, du rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir à tous, aussi appelé rapport de Brundtland. Donc, c'est de ce rapport-là que nous avons extrait la définition reconnue aujourd'hui pour le concept de développement durable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un développement durable? C'est tout simplement un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, de répondre aux besoins des générations futures. C'est-à-dire faire des développements aujourd'hui, réaliser des bénéfices aujourd'hui, réaliser des rentabilités aujourd'hui, mais il faut aussi penser aux générations futures. Il faut aussi penser aux intérêts des générations futures. Donc, le développement durable va répondre aux besoins des générations présentes. On peut vivre aujourd'hui un développement, mais sans compromettre le développement des générations futures. Le développement durable est connu par ces 17 objectifs qui ont été adoptés par l'Organisation des Nations Unies. Donc, ces 17 objectifs, donc, on essaye d'atteindre ces objectifs vers l'année 2030. Donc, ces objectifs-là ont des principes généraux tels que l'élimination de la pauvreté, la protection de la planète, garantir la prospérité pour tout le monde. Donc, les 17 objectifs du développement durable, voici leur sigle. Et voici les 17 objectifs. Donc, je vais prendre quelques objectifs. Par exemple, le 6e objectif, eau propre et assainissement. Donc, ce 6e objectif dit qu'il faut garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, assurer une gestion durable des ressources en eau. Et vraiment, on vit aujourd'hui dans un climat qui est un peu sec, où il y a vraiment le risque que
on ne peut pas trouver les ressources d'eau potable ou bien d'eau qu'on peut utiliser. D'accord. Euh, Par exemple, euh, voilà l'objectif numéro 16, paix, justice et institutions efficaces. Cet objectif dit ou bien stipule promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, permettre un accès à la justice pour tous, bâtir des institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux. D'accord? Donc, voici les 17 objectifs. Vous pouvez les trouver ou bien les télécharger. Ou bien, si vous voulez que je vous transmets le PowerPoint de ma présentation, donc vous êtes les bienvenus. D'accord? Donc, je ne vais pas trop tarder sur un peu d'historique pour le concept de développement durable. Donc, comme je l'ai dit, il est apparu par le rapport Brundtland en 1987. Donc, il y a donc en 1992, on a mis en place les bases du protocole de Kyoto. En 2000, on a parlé, grâce au Global Compact Initiative des Nations Unies, donc ce pacte mondial incite les entreprises du monde entier à adopter une approche socialement responsable. Et je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire cet investissement socialement responsable. Donc, en 2006, principe pour l'investissement responsable, lancé aussi par les Nations Unies pour encourager les investisseurs pour appliquer les 6 principes de l'investissement responsable. En 2018, The Climate Action, sans plus, donc une initiative lancée en 2017 lors du sommet One Planet. La mission de cette action donc consiste à dialoguer avec les principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde et à faire pression sur eux. Donc, comme vous le connaissez, le problème, c'est que il y a des pays qu'on ne peut pas toucher. Il y a des pays qu'on ne peut pas faire des pressions sur ces pays-là. Et ces pays-là sont, eux, la source de ce gaz à effet de serre qui étouffe notre planète et qui a vraiment des conséquences très néfastes sur notre environnement et notre planète. Donc, avec le dialogue, avec les pressions, donc les Nations Unies et les différents organismes internationaux essaye de dialoguer, essaie de réduire au maximum, essaie donc de faire des initiatives de part et là afin de faire des actions. Voilà, il faut être actif, il faut maintenant agir. Il ne faut pas se limiter à des rapports écrits, mais maintenant il faut agir parce qu'il n'y a plus le temps de faire des réunions, de développer des rapports, et on s'arrête là. Donc, dernièrement, en 2022, par exemple, l'Europe a essayé d'établir ce qu'on appelle la taxonomie européenne pour la réglementation des activités durables. Donc, ce règlement fournirait aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques des définitions des activités économiques qui peuvent être considérées comme écologiquement durables. Vraiment, l'Europe, elle est très avancée dans le domaine de la réglementation et dans le domaine du fait d'incitation, de prendre des mesures incitatrices pour ces entreprises, pour ces marchés financiers, pour ces investisseurs institutionnels aussi. Alors, arrivons maintenant au concept finance durable, finance verte. Donc, on a maintenant compris qu'est-ce que ça veut dire développement durable. Maintenant, finance durable et finance verte. Donc, pour faire face à tous les enjeux dont j'ai parlé, et vu le rôle important que peut jouer la finance pour la promotion du développement durable, que s'est développé le concept de finance durable. Donc, la finance durable désigne l'ensemble des pratiques financières qui visent à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme,
on ne pense pas uniquement sur le court ou bien le moyen terme. On doit prendre des pratiques financières, on doit réaliser des pratiques financières, on doit prendre des mesures financières qui favorisent l'intérêt de tous, de la collectivité et sur un long terme. L'objectif durable provient de la traduction du mot anglais sustainable, soutenable. Donc, la finance durable recouvre traditionnellement trois concepts qui sont la finance solidaire, la finance socialement responsable et la finance verte. Donc, le chapeau, l'enveloppe globale, c'est la finance durable. Et de cette finance durable se divisent trois concepts qui sont la finance solidaire, la finance socialement responsable et la finance verte. Essayons de comprendre ces trois concepts-là. Donc, la finance responsable, elle recouvre l'ensemble des initiatives et des réglementations qui visent à favoriser le financement de projets ou d'investissements dits socialement responsables. Et vous pouvez trouver ce slogan-là, ISR, partout aussi dans les revues, dans les magazines, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, la finance responsable est une composante de la finance durable. Cette finance-là ambitionne de favoriser des investissements financiers qui prennent en compte de manière conjointe, dans la mesure du possible, les critères dits ESG. Qu'est-ce que ça veut dire? Critères ESG. E pour dire environnementaux, S pour dire sociaux, G pour dire de gouvernance. Je vais expliquer ces termes-là. Donc, la finance responsable, c'est une finance qui encourage, ce sont des initiatives, ce sont des réglementations pour favoriser le financement de projets ayant une vocation, ayant un objectif socialement responsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un investissement socialement responsable? Donc, cet investissement-là se positionne à la croisée de la performance financière et de l'engagement éthique, chose qui n'est pas assez facile à faire pour les entreprises qui cherchent depuis longtemps un objectif ultime qui est la création de valeur, qui est la maximisation de la richesse matérielle uniquement. Donc aujourd'hui, on doit intégrer au niveau de nos objectifs, au niveau de notre stratégie, un engagement éthique au niveau de nos objectifs et au niveau de notre stratégie. Donc, selon une définition fournie par l'Association française de la gestion financière en 2013, l'investissement socialement responsable, c'est une stratégie d'investissement qui cherche à allier rendement économique et retombées positives sur les plans social et environnemental. On ne doit pas se limiter à réaliser des rendements économiques et des rendements financiers, purement financiers uniquement. On doit aussi penser, c'est-à-dire les entreprises, les organisations, doivent aussi avoir comme objectif des objectifs sociaux et des objectifs environnementaux. Donc, l'ISR finance des entreprises et des organismes publics qui s'engagent pour un développement durable indépendamment de leur secteur. Ici, je peux vous donner l'exemple d'une entreprise qui, suite aux résultats qu'elle dégage, suite aux bénéfices qu'elle dégage, va aider les hôpitaux, va améliorer les conditions d'éducation d'une collectivité bien déterminée. Donc, indépendamment de son secteur, elle va réaliser, elle a un objectif social et environnemental. Donc, ainsi, l'ISR va influencer positivement la gouvernance et les comportements. Ainsi, il va prôner une économie plus responsable. Au-delà de ces atouts éthiques, l'ISR offre également des avantages financiers, bien sûr, comme je cite uniquement l'exemple de l'amélioration de la notoriété de la société. Vous pouvez imaginer les bénéfices
aussi dont elle va bénéficier suite à cette amélioration de la notoriété. Encore, si on a des pouvoirs gouvernementaux et une politique fiscale qui encourage ces actions-là, on peut même penser à une fiscalité, à une réglementation fiscale qui permet de réduire, par exemple, les impôts payés par les sociétés qui réalisent ou bien qui font des actions sociales et environnementales. Alors, je viens maintenant pour le concept de ESG. Qu'est-ce que ça veut dire ESG? Donc, aujourd'hui, ESG, c'est un sigle internationalement reconnu. Il désigne les critères qui constituent pour les sociétés de gestion les trois piliers de l'analyse extra-financière. On parle maintenant d'une analyse extra ou bien para-financière, permettant de prendre en compte l'impact social et écologique des entreprises dans les choix des investissements. Donc, les critères ESG signifient environnementaux, sociaux et de gouvernance, permettent d'évaluer la part de responsabilité qu'endossent les entreprises, que font les entreprises dans la protection de l'environnement au sens premier, c'est-à-dire celui de l'impact sur la faune et la flore, la pollution, etc., dans le respect de leur environnement, à savoir le niveau d'éthique dans leurs rapports contractuels et commerciaux. Le critère environnemental, donc le premier critère, il tient compte entre autres de la façon dont sont traités les déchets, notamment le recyclage, des initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique ainsi que de la prévention des risques marée noire, contamination des nappes phréatiques, etc. D'accord? Je peux citer ici l'exemple. On a par exemple maintenant des sociétés d'installation de panneaux photovoltaïques, donc l'utilisation des énergies renouvelables qui vont remplacer les énergies polluantes comme le pétrole, par exemple. Le deuxième critère, c'est le critère social. Il étudie la prévention des accidents du travail, la formation du personnel, le respect du droit des employés, du dialogue social. Il évalue le taux de représentation hommes-femmes, la proportion du personnel issu des minorités ou encore l'emploi de personnes handicapées. Donc, tous ces facteurs-là ou bien tous ces éléments-là entrent dans le critère social. Sont aussi évaluer les relations, bien sûr, avec les prestataires et les sous-traitants. Enfin, le critère de gouvernance, il s'assure de l'indépendance du conseil d'administration et de la présence d'un comité de vérification des comptes, la transparence des informations, la divulgation de l'information, la transparence pour la rémunération des dirigeants, les actions de lutte contre la corruption. Donc, tous ces exemples-là et beaucoup d'autres, beaucoup encore entrent dans le critère de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance aussi, c'est un axe dont on parle trop aujourd'hui pour nos entreprises. Alors, maintenant, la deuxième composante de la finance durable, c'est la finance sociale, ou bien aussi on l'appelle aussi la finance solidaire. Cette finance-là recouvre l'ensemble des initiatives et réglementations qui visent à faciliter le financement des projets qui sont destinés à lutter contre l'exclusion et à améliorer la cohésion sociale. C'est une composante de la finance durable car elle favorise l'intérêt de la collectivité sur le long terme. La finance solidaire repose sur une épargne placée sur des produits financiers solidaires. Cette épargne collectée est ensuite orientée vers des porteurs de projets développant des activités à forte utilité sociale. Et j'insiste ici sur cette composante, bien sûr, ce concept utilité sociale. Donc, on se rend compte de plus en plus de l'importance de prendre en considération ce facteur social et solidaire dans nos actions financières et d'investissement.
Alors, un exemple de la finance solidaire, c'est le concept de la microfinance, de la microcrédit. J'espère que vous avez entendu de ce concept-là. Donc, la microfinance, c'est tout simplement, c'est de inclure une proportion qui est importante au niveau de la société, mais qui présente des épargnes minimes, d'accord? Donc, encourager les petits projets et même les micro-projets. Faire inclure, c'est l'inclusion. Donc, le concept de l'inclusion aussi, l'inclusion financière. Faire introduire la majorité, la plupart des agents, la plupart de la société, des membres de la société au niveau des investissements et au niveau du contexte économique. D'accord? Donc, les systèmes financiers classiques négligent les personnes à faible revenu parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas rentable de les servir ou qu'elles sont trop difficiles à atteindre. Donc, une constatation qui a vraiment choqué le monde. Selon le Global Findex de la Banque mondiale, 1,7 milliard d'adultes dans le monde sont financièrement exclus, vivant sans crédit formel ni épargne. Donc, la microfinance cherche à répondre aux besoins des personnes non bancarisées, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent pas accéder aux services bancaires, qui n'ont pas vraiment un salaire qui peut être versé dans une banque, qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne sont pas, donc qui n'ont pas de liaison avec le système bancaire, en favorisant la justice économique et ce qu'on appelle l'inclusion financière pour tous. L'accès à des services financiers essentiels peut permettre aux individus de s'émanciper économiquement et socialement en créant de l'autonomie et de la durabilité économique dans les communautés appauvries où les emplois salariés sont rares. Donc, ici, l'exemple de la microfinance représente un exemple de la finance solidaire. La troisième branche de la finance durable, c'est la finance verte. Cette branche-là désigne l'ensemble des instruments financiers orientés vers le financement d'activités intégrant un objectif explicite de préservation de l'environnement. La finance verte regroupe les activités et les opérations financières œuvrant en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Contrairement à la finance traditionnelle, elle intègre donc une portée environnementale, en plus de la recherche de la rentabilité économique. La finance verte s'inscrit dans le cadre de la finance durable, son ambition étant de contribuer à la décarbonisation de nos économies, au ralentissement du réchauffement climatique et au développement d'une économie durable pour l'environnement. Pour cela, la finance verte repose sur plusieurs instruments et mécanismes tels que les produits financiers verts, les obligations vertes, les labels ISR. Les labels ISR, ce sont des certificats, on peut dire, des certificats ISR, c'est-à-dire les sociétés vraiment qui font des initiatives, qui émettent des obligations vertes, qui font des initiatives pour la protection de l'environnement. On va lui certifier ou bien on va lui donner le titre une entreprise investissement donc ayant un investissement socialement responsable. Autre instrument de la finance verte, les fonds verts ou bien les fonds environnementaux, la régulation aussi que la politique monétaire et financière. Donc, je vais vous donner quelques produits financiers verts. La réglementation SFDR classe les produits financiers en 3 catégories. Des produits financiers qui prennent en compte uniquement les risques de durabilité au sein d'une politique de gestion de risque. La deuxième catégorie de produits financiers qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou bien sociales. Donc, pour cette catégorie, elle est large et peut correspondre à un produit qui a pour objectif l'amélioration d'une note ESG ou bien d'un indicateur d'empreinte carbone
ou bien encore la création d'emplois. Alors juste ici, je vais expliquer donc c'est quoi cette note ESG. Alors, euh, aujourd'hui, les entreprises vont être notées, non pas uniquement sur leur performance financière, mais aussi ils vont avoir des notes pour leur initiative ou bien pour leur euh, investissement qui conserve ou bien qui prend en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. La troisième catégorie de produits financiers verts sont les produits financiers ayant intégré dans leur objectif de gestion un objectif environnemental ou bien social. Par exemple, investir dans un portefeuille essentiellement composé d'obligations vertes, c'est-à-dire finançant des projets environnementaux. Donc, les actifs financiers verts sont l'ensemble des instruments et des produits qui financent des projets et des entreprises qui ont des impacts positifs sur l'environnement. On peut citer par exemple les obligations vertes et les fonds verts. Les obligations vertes ou bien les green bonds, ce sont aussi, c'est une terminologie, c'est un concept très présent aujourd'hui. Donc, ces obligations sont un des principaux actifs financiers verts. Ce sont des obligations dont le produit sert exclusivement à financer ou bien à refinancer en tout ou bien en partie des projets verts, nouveaux ou bien existants, c'est-à-dire contribuant positivement à la transition écologique. Les fonds verts maintenant. Un fonds vert est un fonds thématique axé principalement sur des critères environnementaux. Les gestionnaires de ce type particulier de fonds vont investir principalement ou bien exclusivement dans les entreprises dont le cœur de métier est l'environnement, ou bien qui réalisent une grande part de leur chiffre d'affaires dans des activités dites vertes, ou encore qui évoluent vers une prise en compte sérieuse des mutations environnementales dans leur modèle d'affaires. Juste, j'ouvre une petite parenthèse ici. Les fonds de gestion. Ici, je parle de fonds verts, c'est-à-dire les fonds de gestion verts. Ces fonds-là, ce sont des gestionnaires de fonds. Ce sont, comme je l'ai dit au début du séminaire, ce sont des collecteurs de fonds, d'argent, de capitaux. D'accord? Donc, euh, ils vont orienter ces capitaux-là vers les investissements, vers les entreprises qui prennent en considération ces facteurs environnementaux et sociaux. D'accord? Ici, j'ai quelques mots réglementaires. L'investissement durable, donc il a été défini par le règlement SFDR. Il s'agit d'un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, c'est-à-dire, par exemple, les énergies renouvelables, les investissements qui permettent une réduction des effets de gaz à effet de serre, les investissements ayant un effet sur la biodiversité et l'économie circulaire, ou bien un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, tel que la lutte contre les inégalités, l'investissement dans le capital humain, ou bien des communautés économiquement ou bien socialement défavorisées. Pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Donc, the principal adverse impact, ou bien les incidences négatives en matière de durabilité. Il s'agit des impacts négatifs significatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, c'est-à-dire sur des enjeux environnementaux, sociaux ou bien encore en matière de droits de l'homme. Donc, le règlement aussi SFDR établit une liste de 14 indicateurs obligatoires et 2 indicateurs optionnels qui sont par exemple l'empreinte carbone, l'exposition des entreprises aux énergies fossiles, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la violation des standards sociaux minimaux,
Donc, ces indicateurs montrent la matérialité ESG, c'est-à-dire l'impact mesurable des choix d'investissement qui sont faits, qui sont réalisés par les entreprises. Donc, il faut aussi, si j'ouvre la parenthèse, que la problématique avec la finance durable, c'est qu'on ne peut pas vraiment quantifier et on ne peut pas mesurer l'effet des actions environnementaux, ou bien sociaux, ou bien de gouvernance sur la performance de l'entreprise, ou bien sur le risque de l'entreprise. Ou bien on ne peut pas aussi quantifier, il n'y a pas de mesure vraiment claire sur la quantification des mesures. Bon, une entreprise qui réalise des investissements durables, comment je vais quantifier cette action-là? Comment je vais quantifier cet investissement-là? D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, ce sont des défis à soulever pour la finance durable. C'est le problème de quantification, c'est le problème de mesure. Quelle que soit mesure de l'envergure de l'investissement ou bien aussi mesure de l'impact de cet investissement-là, que ce soit sur l'environnement ou bien sur le côté social ou bien aussi sur l'entreprise elle-même. Euh, Donc, le principe de notre significant harm, donc il s'agit d'un principe provenant des règlements aussi SFDR et des taxonomies européennes. Il implique de ne pas causer de préjudice significatif aux autres objectifs environnementaux, bien sociaux, lorsqu'un investisseur s'engage à respecter un des 6 objectifs environnementaux de la taxonomie ou lorsqu'un investisseur s'engage à respecter un objectif d'investissement durable au titre de la réglementation européenne sur la finance durable. Alors, c'est quoi ce règlement SFDR? Depuis 3 diapos, je suis en train de ce règlement. Il s'agit d'un règlement européen sur la finance durable, the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Il est entré en vigueur en mars 2021. Donc, vous voyez bien que les réglementations sont récentes. Et je dis bien que l'Europe, elle est pionnière, les entreprises et les parlements, les gouverneurs européens sont vraiment, donc, ont vraiment réalisé plusieurs avancements au niveau de cette problématique-là. Donc, ce règlement, il a pour objectif de décrire et d'expliquer dans des documents précontractuels la stratégie d'investissement durable et la façon dont les sociétés de gestion intègrent les informations en termes de durabilité de leurs produits financiers, intégration des risques, des incidences négatives en matière de durabilité, ainsi de suite. Le risque de durabilité aussi, c'est un événement ou bien une situation. Donc, comment définir ce risque-là? Qu'est-ce que cela veut dire un risque de durabilité? Il s'agit d'un événement ou bien d'une situation dans le domaine de l'environnement, du social ou bien de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l'investissement. Il est aussi appelé matérialité financière. Il s'agit par exemple des impacts financiers suite à un accident industriel, à des accusations de corruption ou de blanchiment d'argent, ou bien de la perte de valeur de certaines activités en raison de leur impact environnemental, comme la production d'électricité à base de charbon. La taxonomie verte européenne aussi, c'est quoi cette taxonomie? Donc, c'est un règlement européen. Il a pour objectif d'établir un outil de classification destiné à aider les investisseurs et les entreprises à orienter les capitaux vers des activités économiques respectueuses de l'environnement. Donc, il s'agit tout simplement d'un règlement où il y a des, des lois ou bien des textes à qui on peut se référer afin de prendre des décisions ou bien pour nous classifier, et ainsi de suite. Donc, une activité économique sera considérée durable sur le plan environnemental au sens du règlement taxonomie si elle respecte un des 6 objectifs environnementaux définis, sans causer de préjudice significatif aux 5 autres et en respectant bien sûr des garanties sociales minimales. Les préférences de durabilité, donc je vais passer ce point-là.
Alors, maintenant, je vais parler, c'est un point très important. Je souhaite que vous allez l'assimiler, le comprendre et il sera utile pour vous. Donc, les différentes approches d'investissement durable. Donc, lorsqu'on parle de finances durables, lorsqu'on parle des défis pris par la finance pour promouvoir les actions environnementales, les actions sociales et de gouvernance. Donc, on peut parler, ou on doit parler d'investissement durable et d'approche pour l'investissement durable. Donc, où je peux investir pour avoir ou bien pour protéger mon environnement. Quelles sont les actions que je peux prendre en tant qu'investisseur, en tant que gestionnaire de fonds, afin de avoir des, ou bien pour avoir, ou bien pour donner, pour faire des investissements socialement responsables. Donc, quiconque souhaite investir durablement peut choisir parmi une gamme très variée de produits et de services. Assurez-vous qu'il existe pas mal de produits et pas mal de services qui sont offerts par les marchés financiers et par les gestionnaires de fonds qui permettent un investissement durable. L'avantage, c'est que l'on peut trouver des solutions. Des solutions existent, quel que soit le besoin exprimé, quelle que soit la classe d'actifs que vous cherchez. L'inconvénient, en revanche, vient de ce qui est à la fois difficile et onéreux de configurer ce qu'on appelle un panorama complet de nombreuses approches possibles, puis identifier la forme la mieux adaptée à chaque institution ou bien à chaque investisseur. Ici, je ne parle pas d'un investisseur ayant un capital faible. Ici, je parle, imaginez-vous, des gestionnaires de fonds avec des millions, des milliers de milliers de dollars. Donc, des capitaux énormes. D'accord? Ces capitaux-là, ce sont les capitaux d'investisseurs. Donc, moi, je suis un investisseur, je vais donner mes capitaux pour une société de gestion de fonds. Cette société-là, elle doit choisir une stratégie. Elle doit choisir quel fonds pour stimuler, pour encourager, pour développer une finance durable. Vous voyez? Donc, ici, je vais vous présenter quelques approches d'investissement durable, parmi lesquelles les investisseurs de fonds, les institutions financières peuvent choisir afin de promouvoir cet investissement durable. La première approche. Donc, les approches sont au nombre de 7. Approche d'exclusion, approche best in class, l'approche intégration ESG, exercice actif du droit de vote, engagement actionnarial, investissement durable thématique et investissement pour le développement. Je vais essayer de parler brièvement de ces approches et de faire le survol de ces 7 approches. L'approche d'exclusion, donc, qu'est-ce qu'elle signifie cette approche-là? Donc, cette approche consiste à exclure, à éliminer délibérément certains secteurs, certaines activités commerciales, certains produits d'un portefeuille d'investissement en fonction de valeurs, en fonction de critères éthiques ou bien de principes éthiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que gestionnaire de fonds, je me fais des principes, je me fixe des valeurs éthiques, d'accord? Et je vais exclure certains secteurs que je ne vais pas investir dans ces secteurs-là. Donc, par exemple, des secteurs comme l'armement, des secteurs comme les secteurs qui sont polluants pour l'environnement, d'accord? Le drogue, le tabac, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pas mal de secteurs qui sont vraiment nuisibles pour la société, pour l'environnement, ainsi de suite. Généralement, les investisseurs définissent d'une manière antérieure une série de critères d'exclusion qu'ils vont appliquer soit à leur actif existant, soit à chacune de leurs décisions de placement. Donc,
Euh, Pour les investisseurs institutionnels, les approches d'exclusion représentent un point de départ auxquelles viennent ensuite s'ajouter d'autres stratégies d'investissement durable plus complexes. La liste des sujets polémiques donnant lieu à des exclusions comprend également la catégorie des vices tels que l'alcool, la pornographie. Vous connaissez donc ces secteurs-là, ces secteurs-là sont bien sûr interdits dans certains pays. Les jeux d'argent, les armes, ainsi que des thématiques plus spécifiques telles que l'énergie nucléaire, l'expérimentation animale, les cellules souches ou bien les produits agrochimiques. Les normes culturelles qui varient d'un pays à l'autre, donc parfois il arrive que certaines thématiques soient particulièrement mises en avant dans certains pays tout en étant inexistantes dans d'autres. Par exemple, l'énergie nucléaire et les ONG sont considérées bien plus négativement en Europe qu'aux États-Unis. Donc, cette approche-là varie d'un pays à un autre, suivant bien sûr les convictions, les normes, ainsi de suite. Alors, je vais passer à la deuxième approche, qui est l'approche best in class. Donc, l'approche d'exclusion va éliminer de prime abord certains secteurs. Voilà, le secteur d'armement, je ne vais pas investir dans ce secteur-là. Mais l'approche best in class, quelle est la différence entre cette approche-là et l'approche d'exclusion, ne va pas exclure aucun secteur, mais elle va calculer des scores pour chaque secteur. Par la suite, elle va choisir la meilleure entreprise de chaque secteur. Donc, la meilleure entreprise en termes de prise en considération des critères, bien sûr, ESG. De cette manière-là, on ne va pas exclure, on ne va plus exclure de secteur, mais on va essayer d'encourager d'autant plus les entreprises, les sociétés qui sont en train de favoriser l'environnement, la société, la gouvernance, ainsi de suite. Donc, dans un premier temps, il convient de définir quelles sont les entreprises qui sont les mieux placées pour affronter les grands défis du développement durable, le changement climatique, la surexploitation des ressources naturelles, l'évolution démographique, la santé, le bien-être. Donc, il s'agit d'une analyse macroéconomique qui doit se faire au niveau de chaque secteur. Le secteur minier étant, par exemple, beaucoup plus concerné par le facteur ressources naturelles que le secteur bancaire. Donc, parallèlement à cette dimension macro de l'analyse, il faut appréhender une autre réalité de l'entreprise. Donc, on se rapproche plus de l'entreprise. On va relever la dimension microéconomique, c'est-à-dire comment l'entreprise gère-t-elle les intérêts des parties prenantes de son activité, les clients, les fournisseurs, les collectivités locales, toujours, bien sûr, sous l'angle des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, cette double analyse permet de repérer les meilleures pratiques dans chaque secteur. Donc, par la suite, le gestionnaire d'un fonds best in class se fixe comme objectif d'investir en priorité dans les firmes qui feront le plus d'efforts pour promouvoir les aspects ESG dans leur activité. Les entreprises qui sont représentées qui sont considérées comme les meilleurs élèves sont privilégiées par l'approche best in class. Il s'agit d'une approche positive, c'est une démarche positive parce que, comme je l'ai dit au début, on va encourager les entreprises à adopter des plans ESG et à favoriser au niveau de leur activité à intégrer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, je vais passer à l'approche suivante, approche intégration ESG. Donc, avec la montée en puissance du concept d'investissement durable, sont apparues différentes approches d'utilisation des informations environnementales, sociales et de gouvernance. Cette stratégie d'intégration ESG a connu un véritable engouement ces dernières années. Donc,
Il s'agit de la deuxième stratégie d'investissement durable dans le monde, c'est-à-dire au deuxième rang des stratégies utilisées par les investisseurs ou bien par les fonds. Vous voyez ici avec un volume d'actifs sous gestion de 12 900 milliards de dollars. Eurosif définit l'intégration comme la prise en compte explicite par les gestionnaires d'actifs des risques et des opportunités ESG dans leur analyse financière et leurs décisions de placement traditionnelles. Donc, en deux mots, cette approche consiste à investir, choisir les entreprises qui intègrent au niveau de leur approche, qui prennent en considération au niveau de leur stratégie de financement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'approche suivante, c'est approche exercice des droits de vote. Donc, les droits de vote, comme vous le connaissez, c'est un droit fiduciaire, c'est un droit important entre les mains des actionnaires de l'entreprise. Donc, il est fondamental pour un investisseur socialement responsable. Un investisseur qui détient une part importante du capital au niveau d'une entreprise et qui a des convictions sociales responsables, imaginez, il peut vraiment orienter les décisions du conseil d'administration et des dirigeants de l'entreprise. Donc, exercer le droit de vote en manière systématique et cohérente, dans l'intérêt à long terme de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, est d'autant plus pertinent aujourd'hui que les investisseurs institutionnels, avec le développement de la gestion indicielle, sont devenus des actionnaires captifs. Voter, c'est promouvoir la bonne gestion et la responsabilité sociale pour favoriser le succès à long terme de l'entreprise. Donc, pour les entreprises qui donnent à leurs actionnaires ce droit-là, le droit de vote, ce sont des entreprises les plus privilégiées à être ou bien à réaliser, à accepter des investissements auprès des fonds d'investissement. Le dialogue actionnarial. En plus des stratégies ESR comme les critères d'exclusion, les approches best in class ou encore l'intégration des critères ESG dans l'analyse, les investisseurs institutionnels pratiquent de plus en plus l'engagement ou bien ce qu'on appelle le dialogue actionnarial. Ce sont des stimulateurs, ce sont des gens des influenceurs, ces investisseurs institutionnels, puisqu'ils ont le pouvoir d'orienter la décision des dirigeants de l'entreprise parce qu'ils disposent des fonds, parce qu'ils disposent des capitaux. Donc, outre l'exercice du droit de vote, le dialogue actionnarial englobe aussi l'interaction directe de l'actionnaire avec les entreprises de son portefeuille sur les thématiques ESG. Cet investisseur institutionnel ne va pas attendre la fin de l'année pour voter oui ou non pour une décision qui est pour ou bien contre la société ou bien la protection de l'environnement, d'accord? Non, il peut même dialoguer, il peut entrer en dialogue direct, il peut même influencer, comme je l'ai dit, il peut même donner des suggestions, donner des avis pour les dirigeants de l'entreprise, donc pour investir dans tel projet et désinvestir dans un autre projet. L'approche suivante, investissement durable thématique. Donc, l'investissement thématique, c'est une approche d'investissement qui se concentre sur des activités économiques spécifiques identifiées en raison de leur capacité à favoriser une meilleure croissance sur le long terme. Lorsque ces activités présentent un caractère durable, la thématique peut être qualifiée de durable et on parle d'une approche d'investissement durable thématique. L'investissement pour le développement, donc ce sont des investissements porteurs de rendement dans les entreprises privées, dont le modèle économique inclusif profite à d'importants groupes de population des pays émergents ou bien des pays en développement. Ces investissements visent surtout des secteurs essentiels à la prospérité économique de toute société, entre autres l'intermédiation financière, l'approvisionnement énergétique, y compris son adaptation aux problèmes de changement climatique, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement ou bien encore le logement.
L'investissement pour le développement, donc ici, les secteurs qui attirent le plus l'investissement pour le développement sont les services financiers, l'approvisionnement énergétique et l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire production et accès aux énergies propres, réduction des émissions de CO2, adaptation au changement climatique, l'agriculture, donc la production agricole durable, la transformation locale, la sécurité alimentaire. Donc, on va penser, suite à ces investissements-là, à encourager ces investissements au niveau de l'agriculture, du logement, de la santé. Donc, utiliser des sources d'énergie renouvelables, non polluantes, ainsi de suite. Donc, les défis de la finance verte, donc la Green Finance Study Group, donc du G20, regroupe en 5 catégories les défis de la finance verte. Donc, comme je l'ai dit au début du séminaire, la finance verte présente un atout très important pour tout le monde, pour notre planète. Toutefois, elle est freinée par plusieurs défis. Vraiment, il y a des pays, des gouvernements où on voit un avancement au niveau de la réglementation, au niveau de la planification, au niveau de la prise en considération, au niveau de la mise en application des directives pour encourager ces initiatives pour la finance verte et pour le développement vert, mais il y a aussi d'autres pays où on ne voit pas ces réglementations-là, on voit un retard très important dans ce domaine-là. Donc, quels sont les défis rencontrés par la finance verte? L'intégration des externalités, c'est-à-dire l'internationalisation dans le raisonnement économique des acteurs de marché des externalités positives, réduction des impacts environnementaux, amélioration du bien-être, et négatives telles que la pollution, le danger pour la santé des utilisateurs, par l'attribution d'un prix adapté. C'est une nécessité pour orienter les décisions d'investissement vers les projets verts et durables. Donc, l'absence de prix approprié des externalités pour le carbone, par exemple, amène à des situations de sous-investissement dans des actifs verts ou durables, plus chers au profit d'actifs à faible valeur ajoutée environnementale et sociale. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, un défi qui est donc de réglementation ou bien de conceptualisation. Il y a une difficulté majeure de définir ce qui est vert ou bien durable. Donc, il s'agit d'un obstacle de l'orientation des investissements. Donc, on manque de clarté quant à ce qui constitue un actif vert ou bien durable. Il reste alors difficile pour les investisseurs, les banques, les entreprises d'orienter leurs décisions ainsi que leurs outils de comptabilité de mesure de la performance. Aussi les manques et l'asymétrie d'information. Il y a vraiment un manque de communication d'informations environnementales et sociales appropriées pour investir sur des projets. Donc, ce qui va rendre les coûts de recherche de l'information beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés, ce qui pousse ou bien ce qui réduit l'attractivité des investissements verts. Les entreprises ne savent pas quoi reporter et comment. Défi suivant, des capacités analytiques inadéquates. Donc, la compréhension des implications financières associées aux risques environnementaux reste encore à un stade précoce de développement. La capacité des banques et des institutions financières à identifier et quantifier les risques de crédit ou bien les risques de marché qui en découlent doit encore être développée. Cela d'autant plus que les modèles financiers comme la gestion quantitative, la gestion banque marquée, la gestion indicielle, qui se sont généralisés comme instruments de gestion et de décision et qu'il est à ce stade complexe d'y intégrer des facteurs environnementaux, sociaux, souvent difficiles à quantifier. Les différences de maturity mismatch, une des caractéristiques de la finance verte, qui est la difficulté à mobiliser de véritables financements de long terme, représente une problématique partagée avec d'autres marchés, par exemple celui des infrastructures. C'est-à-dire que nous sommes en train de penser long terme, nous sommes en train de se lancer, de faire des investissements sur le long terme. D'accord? Donc, ces maturités qui sont longues
il y a un peu de flou, un peu de risque élevé, d'incertitude aussi, donc pour ces domaines-là. Pardon. Alors, avec ces défis de la finance verte, je termine aujourd'hui mon séminaire. Je suis donc très ravie par votre présence. J'espère, j'espère que euh, ces informations-là étaient utiles pour vous. J'espère que vous avez bien donc maîtrisé ces concepts. Voilà, je termine, Malak, et j'espère que j'ai pas trop tardé, hein. Ne vous inquiétez pas, vous avez le temps que vous vouliez. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, lever la main, soit écrire sur le chat. Donc, personne a des questions? Docteur, vous pouvez arrêter le partage d'écran si vous avez terminé. Ok. Alors, arrêtez le partage. Ok. Euh, Personne n'a des questions à Docteur Asma? Elle est à votre disposition. Oui, bien sûr, je Soyez pas suis à la timide. disposition de notre cher public. Y a-t-il un pays qui est développé grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies? Ahmed Saïd. Alors, y a-t-il un pays qui est développé grâce à l'appui de l'Organisation des Nations Unies? Euh, Monsieur Ahmed, donc, c'est une question. Les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, ce n'est pas une organisation qui va servir pour le développement des pays. À mon avis, chaque pays doit se poser, doit se, euh, doit se développer grâce aux facteurs clés qu'il détient, à savoir les forces qu'il détient, la force de la main-d'œuvre, les ressources humaines qu'il détient, les ressources naturelles qu'il détient. Donc, grâce à cette utilisation et donc cette exploitation de ce qu'on détient, c'est qu'on peut se développer. Jamais les organismes internationaux n'ont été donc n'avaient l'objectif de développer les pays en sous-développement. Ça, c'est mon avis. Super. Ahmed Saïd vient de poser une autre question. C'est ce qui initie les OMD, non? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par les OMD? Veuillez s'il vous plaît clarifier votre demande ou votre question. Pour ceux qui ont également des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pour ceux qui ont des questions. OK. Micro, Ahmed Saïd. OK. Une minute, Ahmed Saïd, la parole est à vous. Il a vraiment levé la main. Ahmed Saïd. Oui, puisque ma question, puisque normalement à chaque fois on écoute des objectifs pour l'éducation, pour la pauvreté. Depuis ma naissance, j'écoute ces objectifs. Est-ce qu'il n'a jamais atteint ces objectifs? Puisqu'à chaque fois, 2020, 2030, 2040, des objectifs qui ne sont jamais atteints. Est-ce que ce n'est pas la nation des États-Unis qui initie ces objectifs? D'accord.
L'Organisation des Nations Unies, à mon avis, c'est mon propre point de vue. C'est une organisation qui essaie de clarifier un peu donc la réalité de certains pays. À mon avis aussi, surtout l'Afrique, le présent et la réalité euh, où vit maintenant le peuple africain, il est dû à des actions et à des politiques euh, donc, euh, des, depuis très longtemps. On exploité l'Afrique de manière massive. C'est pour cela que l'Afrique aujourd'hui, elle souffre. D'accord. Donc, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, les organisations internationales, l'Organisation mondiale, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ainsi de suite, fixent des objectifs et essayent d'orienter aussi les peuples et les organismes et les États pour réaliser ces objectifs-là. Mais est-ce que vraiment on a atteint ces objectifs? Non, parce qu'il y a des forces majeures, des politiques majeures qui veulent que l'Afrique reste comme ça, que l'Afrique reste sous-développée, que l'éducation, que les pays africains n'arrivent pas à être éduqués comme il faut, que les pays africains ne soient pas, n'aient pas en bonne santé, d'accord? Donc, quelle est la solution? La solution, c'est que les pays africains doivent être solidaires et doivent travailler pour améliorer leur contexte, améliorer leur éducation, leur santé, pour se fixer les objectifs eux-mêmes et travailler sur leurs objectifs. D'accord? Bien sûr, tout en ayant diplomate, tout en ayant aussi, s'il y a des aides, on doit les utiliser, ces aides-là. D'accord? Donc, c'est ça, c'est ce que je peux dire pour votre question et j'espère que j'ai bien répondu à votre question, M. Ahmed. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y avait un étudiant, docteur, qui a demandé le PowerPoint de votre séminaire. Est-ce qu'il est possible de l'envoyer ou bien non? Pardon? Le PowerPoint du séminaire, de votre séminaire. Le PowerPoint, OK. D'accord, Malak. Donc, si vous voulez, donc, où je vais l'envoyer, vous allez Vous pouvez, m'envoyer. vous pouvez l'envoyer en privé chez moi et il sera disponible bientôt chez eux. OK, OK, avec plaisir. D'accord. Ahmed Saïd, la parole est à vous. Oui, docteur, je pense que maintenant il y a de l'hypocrisie en fixant ces objectifs, non? Puisque normalement, à chaque fois qu'il y a des pays africains qui font tout le nécessaire pour se développer, il y a toujours des freins. C'est-à-dire là, les pays les plus développés, comme les États-Unis et l'Europe, ils initient ces objectifs, mais ce n'est pas à bon escient. C'est ça, c'est pas ça? Oui, 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 c'est tout à fait. C'est Ah tout oui, à fait. ah oui. C'est de Malheureusement, c'est tout l'hypocrisie, à oui. fait. Ouais. Je comprends maintenant qu'il y a des enjeux qui est derrière tout ça. Bien sûr. Oui. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez, Euh, notre j'ai une unité est question interdite. encore concernant l'empreinte carbone. C'est quoi exactement l'empreinte carbone? Parce qu'à chaque fois, j'écoute ce mot empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle est liée à le pourcentage de carbone, de pollution carbone engagée par une entreprise. Donc, chaque fois que l'entreprise dégage plus de carbone, elle est bien sûr plus polluante. Donc, l'empreinte carbone va être plus large. Et on essaie que cette empreinte-là se rétrécit ou bien se réduit. Comment mesurer cette empreinte, puisqu'il y a beaucoup des Voilà, entreprises qui comment on font. mesure? Oui, comment on mesure ça? C'est donc il y a des vraiment des outils
et il y a des rapports. Donc, lorsque j'ai parlé lorsque j'ai parlé des efforts ou bien des labels ISR ou bien des labels ESG. Donc, la société qui veut préparer un rapport extra-financier qui intègre son empreinte carbone, son investissement responsable, son investissement social, environnemental, ainsi de suite, elle va faire appel à des cabinets ou bien à des organismes qui sont indépendants. Super, Donc, merci infiniment. Passons à Dimanche Madibuana. La parole est à vous. Bonsoir. bonsoir. La parole est à vous. Voilà. Oui, je prends la parole. Je voudrais d'abord remercier à la conférencière et nous saluons cet engagement et l'initiative prise par Mid-Ocean University. Et j'aimerais intervenir par rapport au sujet sur lequel vous dites que l'ONU n'est pas là pour développer les États du monde. Oui, peut-être je peux l'accepter, mais pour le cas de l'Afrique, donc la responsabilité revient aux Africains. Si vous avez entendu d'une chanson de Alpha Blondy qui disait que les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Parce que les Algériens égorgent les Algériens, les Rwandais massacrent les Rwandais, les Burundais génocident les Burundais, les Angola brûlent l'Angola. Donc moi, je veux dire que si aujourd'hui les Nations Unies ont mis en place, par exemple, le fonds vert, parce qu'on discute de la finance verte, c'est pour aider les pays les plus victimes de l'industrialisation de l'Europe ou bien de l'Occident. Mais maintenant, si ces fonds-là arrivent dans les pour des fins politiques ou bien je ne sais pas quoi. Cela ne revient pas de la responsabilité de l'ONU, mais de la responsabilité des Africains. Il faut voir les choses dans les deux angles. Il y a, oui, le côté un peu hypocrite de l'ONU, mais aussi il y a la plus grande responsabilité qui revient aux Africains. Si l'Afrique n'arrive pas à se développer aujourd'hui ou bien à se démarquer des autres pays et des autres continents, donc là, la faute, c'est pour les Africains. On ne peut pas cacher la responsabilité des dirigeants africains et pointer du doigt les progrès qui sont réalisés depuis 1945 par le système des Nations Unies. Merci. Oui, je vous Merci remercie pour beaucoup. votre intervention. Tout à fait, tout à fait. Euh, Ce que j'ai dit, il ne faut pas attendre uniquement les Nations Unies. Donc, il faut avoir une initiative euh, qui émane du pays lui-même. Voilà. Donc, il faut sentir responsable les habitants ou bien les peuples du pays ou bien du continent. Oui, tout à fait. Le développement personnel, vous voulez dire. Pardon? J'ai dit que vous voulez dire le développement personnel, faire ce que nous devons faire, ce que nous pouvons le faire. Euh, Passons maintenant à Monsieur Issa. Monsieur Issa, la parole est à vous. Monsieur Issa, Oui, la parole est à allô, vous pour votre question. Oui, ok. nous pouvons vous entendre, Monsieur Issa. Ok, salam alaikum. Euh, Oui, comme ça. d'abord, merci à la conférencière pour
excellent exposé. Euh, Ensuite, j'ai une question parce qu'on parle de finances durables et vertes. On parle de finances durables et vertes. Donc, je voulais savoir qui a, comment on peut avoir accès à ces finances. Est-ce que c'est seulement les gouvernements et les sociétés qui peuvent avoir accès à ces finances ou bien même les particuliers ont accès, peuvent avoir accès à ces finances et au niveau des particuliers, comment ils peuvent faire pour avoir accès à ces finances? Ben, ici, dans le cas des Comores, on voit qu'il y a des projets de mettre en place des centres solaires. Ça a déjà commencé au sud, il y a un centre solaire. Maintenant, le projet est en cours au nord, mais c'est au niveau de l'État. Bon, peut-être que aussi il y a des sociétés qui ont bénéficié des projets ou bien des finances durable et verte. Mais moi, je voulais savoir au niveau des particuliers, par exemple, nous ou bien une personne lambda, comment ils peuvent avoir accès à ces finances durables, que ça soit au niveau national ou bien international. Je ne sais pas D'accord. si j'étais clair. OK. Je vous remercie, Monsieur Aïssa, pour votre présence et je vous remercie pour cette question. Euh, Lorsque j'ai parlé de la finance verte et de la finance durable, la finance verte, précisément, j'ai parlé des produits financiers verts. Précisément, par exemple, j'ai parlé des obligations vertes. Donc, un particulier qui dispose de fonds nécessaires, c'est-à-dire qui dispose de capitaux d'argent nécessaires, il peut donc, au lieu d'acheter auprès des marchés financiers des obligations classiques, il peut acheter des obligations vertes. Ainsi, en achetant ce type de produits financiers verts, il va encourager un des projets verts. Voilà. Ça, c'est en termes de investissement et de financement. Les particuliers aussi peuvent donc apporter beaucoup de choses pour tout ce qui est durabilité, tout ce qui est vert, tout ce qui est environnement, bien sûr, par l'utilisation des énergies non polluantes, telles que, par exemple, le fait de placer ou bien de réaliser des plaques photovoltaïques, donc d'exploiter l'énergie solaire, le fait de préserver bien sûr la nature, etc., etc. Voilà. Ok. Merci. Ok, merci. Merci d'abord pour ceux qui ont des questions. Veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous n'avons plus de questions. Donc, à la fin de ce séminaire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, docteur Asma? Docteur Asma? Oui. Je dis à la fin de ce séminaire, est-ce que vous voulez... Alors, je remercie la Mid-Ocean University pour cette occasion-là. Il s'agit d'une occasion très motivante pour moi. Je remercie les candidats présents aujourd'hui, les participants à ce séminaire. Je suis très ravie par leur présence, ainsi par leur discussion, donc, qui montre un intéressement pour ce sujet. Voilà, j'espère une autre fois que ma conférence était fructueuse pour tout le monde. Et c'est tout. Je vous remercie, vous, Malak, pour votre présence et au revoir. Donc, merci infiniment à vous, docteur, pour avoir accepté notre invitation et avoir discuté un sujet qui est devenu totalement international.
Euh, Merci aux participants pour avoir participé au séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit ce formulaire, veuillez signer vos formulaires pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre le groupe WhatsApp de l'Université de Mid-Ocean pour être au courant des dernières activités de l'Université de Mid-Ocean et également le compte officiel de l'université sur Facebook pour être au courant des dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université de Mid-Ocean. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou la semaine prochaine avec Dr. Saldi, le serveur selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous et nous vous verrons à la prochaine. Au revoir. Salam alaikum.